Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je remercie les organisateurs du forum AD Biotech de me permettre de présenter aujourd'hui. Donc l'objectif de la présentation, c'est d'un peu parler des micro-ARN et plus précisément des micro-ARN dans la mitochondrie. Et vous parler un peu d'une étude qui avait été faite justement et qui nous avait permis de montrer pour la première fois qu'il y avait bien des micro-ARN dans la mitochondrie. Et après, ce que ça a impliqué après sur tous les autres développements. Donc on est vraiment sur les méthodes d'étude. Alors au niveau du sommaire, donc je vais d'abord vous parler bien sûr d'épigénétique dans le noyau et dans la mitochondrie. Donc rapidement une introduction. Ensuite, on va parler donc justement de ces méthodes qu'on a adaptées pour étudier les micro-ARN dans la mitochondrie. Et donc qui nous a permis d'avancer justement sur pour montrer que pour la première fois, il y avait des micro-ARN dans la mitochondrie. Les différentes avancées que ça a permis d'avoir sur la fonction des mitochondries, notamment dans l'autophagie. Et enfin, une conclusion. Donc, au niveau de l'épigénétique, donc on est dans un congrès épigénétique, donc on sait bien que l'environnement va beaucoup influer sur nos cellules et notamment sur le génome de nos cellules. Et c'est justement ces facteurs épigénétiques qui va permettre à nos cellules de s'adapter à cet environnement, que ce soit un environnement en termes de toxicité, que ce soit juste des facteurs émotionnels. On l'a vu tout au long du colloque, ça. Donc, cet environnement va être... la cellule va s'adapter grâce à la modulation du gène du noyau, mais également la modulation des gènes des mitochondries, parce que le noyau a de l'ADN, mais la mitochondrie également. Et cette mitochondrie a donc... Je vais faire un rappel un peu sur l'ADN mitochondrial. Donc c'est un ADN extra génomique qui n'est pas dans le noyau. Il n'y a que 37 gènes, 13 qui vont coder pour des enzymes de phosphorylation, pour la fonction de la mitochondrie, et 22 qui, eux, vont être plutôt impliqués dans la traduction des gènes de la mitochondrie, donc des ARN de transfert et des ARN ribosomaux. La mitochondrie, pour fonctionner, va utiliser donc ses propres gènes, mais également des gènes qui vont être codés dans le noyau et qui vont être importés donc dans la mitochondrie. Donc il y a une interaction assez étroite entre la mitochondrie et le noyau. Donc bien sûr, il y a plusieurs centaines, voire milliers de mitochondries par cellule, et par mitochondrie, il peut y avoir 2 à 10 ADN, copies de l'ADN dans ces mitochondries. Et donc l'ensemble de ce génome permet à la mitochondrie d'assurer 2 fonctions principales. Donc bien sûr la production d'énergie, donc pour tout ce qui est implication dans la cosmétique, c'est très important puisque c'est l'énergie de la cellule, mais également un rôle dans la viabilité cellulaire, donc dans l'apoptose. D'autres fonctions vont être assurées par les mitochondries en fonction justement du type cellulaire. Il peut y avoir des enzymes spécifiques dans le cas des mitochondries du foie ou ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est que la mitochondrie est avant tout à l'interface de la réponse à l'environnement. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la mitochondrie, donc, elle a un ADN, mais elle a peu de méthodes pour le protéger. Donc, elle n'a pas d'histone, elle a ce qu'on va appeler un nucléoïde. Elle a des méthodes, des réparations de l'ADN qui sont amoindries. Et de plus, comme elle synthétise elle-même beaucoup de radicaux oxygénés, elle va elle-même être beaucoup plus sensible à cela. Elle est beaucoup plus ciblée par les radiations ultraviolettes. Et donc, des études proposent, par exemple, d'utiliser l'ADN de la mitochondrie comme biomarqueur d'une exposition aux UV de la peau, par exemple. Et le fait, pour insister sur le fait que quand la mitochondrie a des mutations, il y a un vrai effet sur la cellule dans son entièreté. Donc, un effet anti-âge, d'induction du vieillissement, mais également des maladies neurodégénératives. Voilà. Donc, bien sûr, donc la mitochondrie, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut pouvoir réguler son ADN et donc l'expression de cet ADN. Pour cela, il y a donc les mécanismes épigénétiques. Donc ici, je vous ai comparé les mécanismes mitochondriaux par rapport au noyau, bien sûr, donc la méthylation de l'ADN, les modifications d'histones ou de nucléoïdes dans la mitochondrie, et bien sûr, la modulation. Donc la méthylation de l'ADN et la modification
donc des histones ou nucléoïdes, c'est pour empêcher principalement l'expression du gène. Et lorsque le gène a été exprimé en ARN, on va se retourner vers une régulation des ARN messagers au niveau des non-coding RNA. Et ici, je vais me concentrer justement sur ces micro-ARN. Donc, il y a plusieurs types de non-coding ARN, mais je vais me focaliser donc sur les micro-ARN qui sont les plus connus pour avoir un effet régulateur. Donc, au niveau du noyau, c'est bien connu. À ce moment-là, on savait exactement comment ça fonctionnait, avec comment on régulait les gènes, enfin, avec les bases de données, etc. Mais pour la mitochondrie, c'était beaucoup moins évident, puisqu'il n'y avait pas d'études de méthode dédiées. Donc, ici, c'est juste un rappel sur les micro-ARN. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire que c'est né dans les années 90, où des chercheurs en biologie végétale essayaient de rendre plus violet la pétunia. Et ils se sont dit, on va rajouter donc du gène de la couleur violette dans la pétunia. Ça a créé une interférence, est née l'interférence à l'ARN. Le premier micro-ARN a été identifié donc, chez C. elegans en 93, puis la description en 98 de comment fonctionnait avec Dicer et les différents mécanismes des micro-ARN, jusqu'au prix Nobel en 2006. Et maintenant, il y a plus de 2500 micro-ARN matures avec des bases de données très complètes sur leur potentielle fonction. Donc, effectivement, les micro-ARN, c'est une étude qui est assez complexe puisque un seul micro-ARN régule plusieurs gènes. Un seul gène peut être régulé par plusieurs micro-ARN. Et donc, une expression qui peut être un mécanisme qui peut être très compliqué à étudier, à analyser et même si on veut moduler les micro-ARN, ça devient très complexe puisque ça peut avoir des effets bénéfiques mais également des effets néfastes. Alors, quid donc des micro-ARN dans la mitochondrie? Donc, c'est là où alors comment on est parti sur ça? Donc effectivement, on s'est dit certainement l'ADN mitochondrial est modulé par des micro-ARN, pourquoi pas? Et la première chose a été, utilisons les bases de données existantes de micro-ARN, qui sont souvent c'est ce qu'on appelle les MIR-bases, qui vont avoir l'ensemble des micro-ARN, et notamment des micro-ARN, pourquoi pas de mitochondrie. Puisque souvent, lorsqu'on récupérait les ADN, qu'on faisait le séquençage, souvent, on ne séparait pas les mitochondries du noyau. Donc, ces bases vont regrouper, bien sûr, tous les micro-ARN, les cibles potentielles de ces micro-ARN, et donc les fonctions moléculaires éventuelles de ces micro-ARN. Donc, on a récupéré donc, ces bases de données qu'on a donc matchées, alignées avec donc, des séquences de mitochondries. On a pu identifier différents prémires. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc le micro-ARN va être synthétisé sous forme de prémire, qui n'est pas fonctionnel, qui va être après processé et donner le micro-ARN final, qui lui aura sa fonction d'inhibition de gènes. Et donc, pourquoi on est allé chercher des prémires? Puisque l'objectif était éventuellement de trouver des mires qui étaient directement, qui étaient dans le génome de la mitochondrie. Et donc, on a identifié 33 prémires, dont le MIR302A et le MIR-LED7B, et 25 micro-ARN dans le génome de la mitochondrie. Donc, c'est un alignement de séquences avec une p-value qu'on avait mis à 0. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, donc nous avons actuellement 2 prémires et un micro-ARN qui potentiellement seraient dans la mitochondrie et réguleraient éventuellement les gènes de la mitochondrie. À ce moment-là, on a développé de l'hybridation in situ. Donc, l'hybridation in situ, c'est quelque chose qui est connu depuis des dizaines d'années. L'objectif était de réaliser de l'hybridation in situ de micro-ARN, ce qui était quand même assez compliqué vu la taille d'un micro-ARN, c'est-à-dire 22 bases. Ensuite, de faire une colocalisation avec des mitochondries pour pouvoir prouver qu'il y avait bien ce micro-ARN était colocalisé dans la mitochondrie. Donc pour cela, on a utilisé donc des sondes qui étaient marquées à la digoxygénine. On a mis un anticorps anti-digoxygénine de façon à amplifier le signal. Et ensuite, en parallèle, on a marqué les mitochondries avec un système simple, donc le mitotracker qui est une molécule qui va fluorescer lorsque la mitochondrie est vivante, enfin fonctionnelle. Et après, on a fait donc de la colocalisation. Ce
qu'on a utilisé comme contrôle, qui était quand même assez important, parce qu'il fallait prouver que le signal était spécifique, c'était bien sûr un petit ARN qui était censé être que dans le noyau, donc l'U6, qui lui, c'est ce qu'on a appelé un contrôle positif, puisque on est censé pouvoir le marquer, mais il ne devrait pas être dans le cytoplasme. On a utilisé un contrôle négatif, c'est-à-dire une sonde qui ne cible aucun micro-ARN. Et après avoir fait nos marquages avec nos sondes marquées, l'objectif était d'utiliser de la compétition, donc faire une compétition avec des sondes non marquées pour voir la disparition du signal. Donc pour être sûr que ce marquage était bien spécifique. Donc voici les résultats de l'étude. Donc au niveau du panel A, donc au niveau du panel A, donc c'est le contrôle négatif. Donc le premier panel, c'est le marquage du noyau Hoechst, donc c'était pour localiser le noyau. Ensuite, il y avait le marquage donc des micro-ARN, donc avec ces sondes digoxygénine. Ensuite, on avait le mitotracker, donc les marqueurs des mitochondries, et puis le co-marquage. Avec ici la quantification de colocalisation en microscopie confocale. Et donc ici, on voit bien qu'au niveau du contrôle négatif, le MIR qui ne cible la sonde qui ne cible aucun MIR, il n'y a pas de marquage. Au niveau de notre contrôle positif, ce petit micro-ARN qui est présent que dans le noyau, il est bien dans le noyau. Et ensuite, ici, ce sont tous les MIR qui sont sortis de notre méthode d'alignement et qu'on a testé. Ensuite, on a fait la compétition. Et vous voyez qu'avant compétition, on a bien le marquage par les sondes qui ciblent ces micro-ARN. Et lorsqu'on rajoute une sonde qui cible ce même micro-ARN mais qui n'est pas marqué, on a bien disparition du signal. Donc le signal était donc spécifique. À ce niveau, on a pu donc dire que dans nos mitochondries, le pré-MIR LED7, le pré-MIR 302 et le MIR 365 étaient bien présents. Ensuite, nous avons donc voulu faire sa quantification. Et donc là, c'est les méthodes classiques qui ont juste été adaptées, donc puisqu'on a purifié l'ARN des mitochondries. On a validé on a utilisé des traitements RNase pour être sûr d'éliminer tous les ARN qui pouvaient provenir du noyau avant donc d'éclater notre mitochondrie et de pouvoir récupérer cet ARN pur. Ensuite, réaliser donc des PCR quantitatives et du séquençage pour pouvoir identifier 46 MIR donc, qui étaient bien présents dans ces micro-ARN. Donc l'ensemble des méthodes utilisées dans ce projet, c'est des méthodes qui existaient déjà donc, pour le noyau, pour les ARN messagers et qui ont donc été optimisées pour les micro-ARN. Suite à cet ensemble de panels de méthodes, il y a eu plusieurs études qui sont sorties et qui ont permis notamment d'identifier donc la fonction de certains MIR dans les mitochondries, montrer qu'il y avait donc des MIR qui étaient dans le cytosol, des MIR qui étaient dans la mitochondrie. Globalement, en épigénétique par micro-ARN, il y a 4 types de régulation, donc des MIR qui vont provenir du cytosol qui vont réguler donc les gènes mitochondriaux, des MIR qui proviennent également du cytosol qui vont réguler donc les gènes nucléaires, des MIR qui proviennent de la mitochondrie qui peuvent également réguler les gènes nucléaires. Ensuite, on va un peu s'intéresser aux MIR donc dans une des fonctions. Donc actuellement, il y a plusieurs MIR décrits comme ayant un rôle dans la mitophagie, donc qui vont réguler les différentes protéines qui vont permettre la dynamique de la mitochondrie, puisque la mitochondrie va passer elle va soit fusionner, soit se diviser en fonction du stress environnemental. Et donc cette dynamique est très importante pour justement étudier le rôle de la mitochondrie dans les différentes pathologies. Et donc ces MIR vont réguler ces protéines. Et donc ici, par exemple, vous avez 4 MIR qui ont été identifiés comme ayant un rôle d'inhibition sur la mitophagie.
de la même façon, il y a plusieurs miens qui ont été identifiés comme ayant un rôle dans la synthèse d'ATP, qui est le deuxième rôle important de la mitochondrie. Donc, finalement, le but de cette présentation, c'était de montrer que l'épigénétique, donc qui va réguler beaucoup de processus biologiques, régule également des processus dans le noyau et dans la mitochondrie. Pour cela, il a fallu adapter des méthodes d'analyse existantes pour le noyau sur des ARN qui peuvent faire plusieurs kb à ces petits micro-ARN de veine de base. Ensuite, ces méthodes ont permis donc d'identifier soit au niveau d'analyse in silico des séquences possibles, l'optimisation de l'hybridation in situ pour colocaliser ces micro-ARN dans les mitochondries. Et l'objectif serait d'aller sur d'autres organites, d'autres processus cellulaires encore peu connus. Je vous remercie pour votre attention.